Alors White Lab, c'est une entreprise qui a été créée en 2019, qui est actuellement basée en France, à Future for Care. On a également des bureaux à Boston, notamment, enfin plutôt précisément à Cambridge, et on a aussi des bureaux à Montréal. Donc c'est une entreprise qui fait de l'IA appliquée aux thérapies génomiques. Donc on est vraiment spécialisé en médecine génomique. Donc les médecines génomiques, pour faire simple, c'est un peu les médicaments de demain. Donc pour l'instant, il y en a très peu qui sont sortis, c'est en pleine expansion. Et en fait, c'est des médicaments qui ont beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que c'est des médicaments qui coûtent très cher, donc c'est en moyenne 2 milliards, c'est en moyenne 15 ans de R&D, et c'est aussi très dur pour ces médicaments d'atteindre le marché, je ne sais, 9% en moyenne. Donc c'est sûr que c'est un marché qui intéresse énormément les laboratoires, et aussi les startups, et aussi les institutionnels. Donc c'est tout un tas de parties avec lesquelles nous, on peut collaborer. Et, euh, et en fait, ils vont s'adresser à White Lab pour notamment les parties sur lesquelles ils vont avoir des problèmes, comme la spécificité, l'immunogénicité ou aussi la bioproduction. Et en fait, on va développer des technologies, notamment d'IA, pour adresser différents pain points de la médecine génomique. Donc ça peut être de la target identification. En fait, on a un atlas, on va mapper tous les types cellulaires, notamment avec de l'IA également, pour en fait repérer quel est le récepteur d'intérêt qui sera plus accurate pour notre thérapie. On va aussi pouvoir faire du vector design, donc modéliser les vecteurs en fait, qui sont comme les cargos qui permettent d'acheminer la protéine jusqu'à la cellule directement. On a notamment des protéines language model qui permettent de… Alors, juste pour bien comprendre la partie génomique, donc c'est qu'en fait, c'est des médicaments qui vont être à partir du génome de la personne. Non, Et c'est ça l'idée ou en fait, la personne a dans ses gènes quelque chose de défectueux, Ok. ou alors quelque chose qu'il faut remplacer, une maladie, une dégénérescence. Et nous, en fait, on va apporter à son génome la solution sous la forme d'une protéine. Et en fait, c'est ça vraiment qui va permettre de soigner la personne. Ok. Du coup, question, est-ce que les papiers de recherche, notamment sur AlphaFold, de votre côté, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de… qui a un peu aussi permis de lancer la startup? C'est quoi un peu l'impact qu'il y a eu là-dessus sur ce genre de techno? Tout à fait. Il faut savoir qu'on utilise AlphaFold notamment comme un outil. En fait, il faut vraiment comprendre qu'on a plusieurs équipes qui travaillent, qui utilisent différents outils pour répondre à une question. Et en fait, ce sont les questions que se posent tous les industriels. Et AlphaFold fait partie notamment des outils qu'on utilise pour modéliser. Et est-ce qu'il y a eu un vrai avant-après, justement, AlphaFold? Est-ce que ça a permis de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant, avec justement les avancées qu'ils peuvent avoir aussi sur l'IA? C'est une bonne question. AlphaFold, je pense, a contribué à élargir ce qu'il devait faire. Il y avait déjà des outils en computational biology qui existaient, et forcément pouvoir modéliser clairement les types cellulaires, ça a forcément nous aidé à avancer là-dessus. Super. Et si on revient du coup un peu plus sur la partie IA, dans ce que vous faites, où est-ce que justement il y a des briques d'IA qui viennent s'interconnecter pour vous aider? Et qu'est-ce qui est rendu possible aujourd'hui avec IA qui ne l'était pas avant en fait? Ouais, très intéressant. Eh bien, en fait, il y a plusieurs parties. Par exemple, si on parle de la partie de production, on va pouvoir entraîner des modèles en deep learning pour adresser certains process. À some point, on pourrait aussi faire des chimies numériques. Et puis, en fait, on a tout un catalogue de différentes IA. En fait, on a développé donc Kate Data Gen AI, qui est vraiment notre partie target identification, comme je l'en ai parlé, c'est-à-dire pour mapper et identifier les récepteurs d'intérêt. Ensuite, on a MAI qui s'adresse sur le payload. En fait, le payload, c'est la séquence directement génomique. Et en fait, on peut optimiser cette séquence pour améliorer la spécificité et l'affinité de notre complexe, en fait, vecteur plus protéine. Et donc, sur celui-là, on peut avoir des protéines language model qui vont permettre, en fait, de générer tout un tas de séquences et qui vont, en fait, prédire leur activité. Et donc, c'est quelque chose qu'on utilise aussi en payload. Donc ça permet aussi peut-être d'accélérer la création éventuelle des médicaments derrière. C'est l'objectif. C'est vraiment ça aussi l'objectif. C'est l'objectif, c'est la promesse. Accélérer, dérisquer et aussi réduire le coût de la R&D en médecine. Ok. Et là justement, la startup, elle en est où sur tous ces sujets-là? C'est intéressant. Ben, on a pas mal de collaborations actuellement. On a des grosses collaborations avec Sanofi, l'Institut de la Vision, l'Institut Cerveau, Siren, qui est une startup. On a aussi pas mal d'académiques. Il y a le laboratoire de Nantes, l'Institut Gustave aussi. Voilà, on travaille vraiment avec différents acteurs, avec parfois des consortiums de 3 à 4, de 5 acteurs. Et l'objectif, c'est de résoudre les problèmes de thérapie génique. Et en fait, on interagit vraiment comme un acteur qui permet d'apporter une solution qui n'est pour l'instant pas apportée par les institutions présentes.
Alors, il y a certaines personnes comme le CEO de Anthropic qui sont très très optimistes sur l'avenir et ce qui va être possible grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est aussi ton cas potentiellement qu'est-ce qui pourrait être possible potentiellement plus tard? Est-ce qu'on pourrait soigner des cancers, soigner des maladies qui aujourd'hui sont incurables grâce justement à toutes ces avancées? Ouais, ben, tout à fait, parce que surtout depuis que je suis à White Lab, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a énormément de problèmes par le contexte dire, du in vivo et du in vitro, donc c'est-à-dire des laboratoires, on va dire, physiques. Et le fait de passer directement par du XPIPO, donc uniquement par des ordinateurs, ça permet de proposer notamment des solutions qui sont from scratch, qui n'existent pas dans la nature, et donc vous ne pouvez pas avoir trouvé avant de proposer ce genre d'alternative. Et c'est vrai que ça, c'est sur le voir chez White Lab, mais même dans d'autres aspects, ça permet une infinité de possibilités qui n'étaient pas possibles avant. Ok. Et alors peut-être juste pour conclure, c'est quoi ta vision de l'avenir justement avec ce genre de traitements qui seront possibles? Bah, moi, je pense que même avant l'IA et même avant White Lab, les thérapies géniques, c'était le futur. Ok. Le monde n'a pas attendu White Lab pour le savoir, mais je pense que grâce à l'IA, les thérapies géniques ont un avenir encore plus radieux. Alors Lighton, on est une société française d'IA souveraine. Donc on est de l'IA générative et on propose une solution enterprise ready, donc dédiée aux structures des grandes entreprises. Par exemple, on fait du SSO et on a 3 piliers. Donc on a le chatbot privé, le RAG et l'agentique avec des workflows où on va automatiser des tâches complexes. Et tout ce qu'on fait, en fait, on le fait de manière totalement souveraine et sécurisée. Donc vos données, elles restent chez vous, on n'y touche pas. Il n'y a aucune extraterritorialité parce qu'on est sur un cloud français qui est OVH. Et ça, en fait, on le fait avec 3 types d'offres. Donc, on a une offre souveraine, donc sur notre cloud OVH, une offre private sur votre infra ou sur votre cloud privé, ou AirGap, donc on va mettre sans connexion Internet, donc pour assurer différents niveaux de sécurité. Et aujourd'hui, nos clients, donc c'est les grandes structures, ça va être la Banque Postale Asset Management, Europrop, Safran. On a également des grosses discussions avec BNP. Pas mal d'acteurs, de grands acteurs. Et donc eux, ça leur permet d'avoir accès à des modèles qui leur permettent voilà, de faire du chatbot ou autre, mais sur leurs données. Et en plus de ça, sur leur propre cloud. Donc, c'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette donnée-là, le LLM, il est personnalisé, il est fine-tuné, contrairement à d'autres IA. Ici, les cas d'usage, ils sont vraiment personnalisés pour les clients. Donc du coup, c'est pas juste une simple banque qu'on va connecter comme du RAG, par exemple, où on va faire notre base en vectoriel avec les documents du client. Là, l'idée, c'est vraiment d'en plus faire un fine-tuning, réentraîner le modèle sur le cas d'usage spécifique du client pour avoir un résultat du coup qui est plus pertinent. C'est exactement ça. Ok, super. Et c'est quoi un petit peu l'histoire justement de Lighton? Comment vous en êtes arrivé là du coup Alors Lighton, on a été créé en 2016. De base, on était spécialisé dans le photonique, c'est-à-dire qu'on accélérait la puissance de l'IA grâce à la lumière. Ensuite, donc on était déjà dans cette logique de LLM, d'algorithme métia. On a basculé en tant que model maker. Donc on a créé justement des LLM pour certains pays, jusqu'à qu'on a voulu rendre cette IA accessible à tous avec notre plateforme qui est Paradigme pour la rendre accessible aux entreprises. Ouais, parce que c'est vrai que un LLM c'est bien, mais un LLM personnalisé ça permet d'aller, je pense aussi beaucoup plus loin. Ça a de la valeur. On était bon là-dedans, donc on s'est spécialisé là-dedans. Et ça fait sens aussi. Et la partie agentique, elle fonctionne comment de votre côté? Parce que c'est un peu le gros sujet aussi en ce moment. Je pense 2025, tout le monde est un peu sur la partie agentique. C'est quoi un petit peu les cas d'usage qui peuvent se développer justement avec Lighton? Ouais. Alors nous, on est confondu toute industrie. Forcément, avec la proposition de valeur de Lighton, on est plus orienté banque, finance, assurance. Également tout ce qui touche à la défense pour être vraiment dans ces notions de confidentialité, de souveraineté, également de sécurité. Donc on est full industrie. Après, on co-crée le cas d'usage avec le client. C'est lui qui nous dit, mon métier au niveau juridique, marketing, publication, il fait ça. Comment on leur apporte de la productivité? On travaille également avec des cabinets de conseil pour arriver à plus de productivité. Ok, super. Et dernière question, c'est quoi un petit peu les modèles avec lesquels vous travaillez? Parce qu'au début, c'était vos propres modèles. Maintenant, quels modèles peuvent du coup s'intégrer derrière justement? Alors, on est multimodèle. Okay. C'est-à-dire, on prend le meilleur de l'open source, on le fine-tune, comme on l'a dit. Le but, c'est de rester vraiment à l'équilibre aussi fort que les LLM qui sont sur le marché. Donc, nous, on est une petite structure, mais on s'adapte à la vitesse du marché, qui est une IA qui évolue très rapidement. On a un des leaders sur le RAG, donc ce qui prouve qu'on arrive à s'adapter justement à cette ère de l'IA très évolutive.
Non, et puis c'est vrai que pour avoir fait des tests, en tout cas moi de mon côté, bah, je pense que des fois avoir de l'open source fine-tuné ou en tout cas avec les bonnes données, le bon RAG, ça permet d'avoir des meilleurs résultats que d'avoir un modèle générique qui n'était pas open source, mais c'est par contre fait tout, mais qui du coup fait moins bien les tâches spécifiques aussi, quoi. Donc, Ouais, exactement. c'est vrai qu'il y a des gros écarts comme ça. Ok, super. Bah, un dernier mot peut-être pour conclure sur les derniers objectifs, hein, les objectifs futurs peut-être de Lighton et Ouais, bah, les objectifs de Lighton, c'est de rester souverain, d'assurer une full souveraineté et sécurité pour toutes les industries qui ont des besoins confidentiels et les accompagner dans leur croissance de cette manière. S'est rendu compte en fait dans les temps de speed, il pouvait utiliser de l'IA générative et la première chose qui est faite en fait, c'est me connecter avec une corde de vue en interne. Ils ont lancé des expérimentations avec pas beaucoup de documents, genre une dizaine, vingtaine de documents. Ça s'est plutôt bien passé, mais plutôt très bien passé. Et en fait, elle est là, elle se dit, allez, on est un peu pour, ça marche bien, balance fusée. Vraie base de documents sur du SharePoint, sur des jets SharePoint, équivalent d'un Dropbox, un pendrive, un chose comme ça. Et là, il y a beaucoup de il faut parler de 1000, 5000, 10 000, 5000 documents. Et là, ça va pas tout marcher de la même manière. Vraiment pas du tout. Et en fait, soit à partir de ce moment-là qu'il y avait deux problématiques. La première, c'est que mon document, enfin les bases de données sur lesquelles il pluguait de l'IA générative, bah, leur document, c'est pas à jour. Ça me verge. Et la deuxième chose, c'est qu'en fin de compte, avec des technologies qu'ils utilisent actuellement, on va parler de RAG, Multi Generation, qui est en fait une méthode aujourd'hui pour pouvoir extirper du contenu du flux en fait, des documents et derrière l'injecter à de l'IA générative pour et on est en fait des réponses. Et souvent stocké dans des bases de code vectorielles. Utilise cette techno, en utilisant cette techno, il y a énormément de documents. Ils vont certes éprouver en fait des monstres documents, des documents qui sont proches en termes de sens par rapport à la question de l'utilisateur. Mais par contre derrière, en termes de contexte, c'est pas du tout en fait des mêmes. Du coup le LLM, si performant qu'il soit, il va forcément se tromper parce qu'en fait, si on me donne des codes d'information à quelqu'un, il va dire tout de suite pourquoi quelque chose, c'est juste pas possible. Donc en fin de compte, en passant un petit peu tout à l'heure, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un middleware. Et une solution technique, une librairie technique auquel on peut se connecter sur ces bases de données du client, pour analyser et indexer tous les documents qui sont présents et à part en fait derrière de leur dire exactement quel document on doit analyser à jour. Donc si je comprends bien, par exemple, quand tu te retrouves avec plein de fois une procédure ou un document et puis il y a une version 1, 2, 3, 4, si jamais tu passes sur les anciennes méthodes, bah, l'IA elle se retrouve à pas pouvoir distinguer quelle est la bonne version de la procédure à prendre. Et là en fait avec votre solution, bah, l'idée c'est de pouvoir un peu pondérer quelle est la bonne donnée la plus à jour pour pouvoir ressortir la meilleure info. Plus que pondérer, parce que dans le cas où tu as les différentes versions, bah, en fait, le remonter tout, tu vas le mettre d'évidence en fait, de nos administrateurs, en fait des masses de connaissances. Justement, on a un traducteur vocal en temps réel qui est le plus qualitatif possible. C'était notre objectif. C'est pour ça qu'on est resté sur du spécificité pour permettre de l'application de très rapide pour gagner en latence et avoir la possibilité de revenir dessus, de pouvoir prendre des locks, etc. Ensuite, on a la possibilité de le mettre devant un PowerPoint, donc c'est plus vraiment dans l'événementiel, faire des conférences internationales. Donc, tout d'utiliser ça sur grand écran, et en parallèle, si vous partagez un PowerPoint généré juste avant la conférence, vous pouvez, comme madame ici de talent, voir votre propre langue en live sur votre téléphone. Donc ça fait ça fait vraiment beaucoup de langues. On a 43 langues de capture et 100 langues traduites, même des dialectes. Et le dernier apprentissage, c'est qu'on va même pouvoir spécialiser le traducteur sur des sons, lexipose, c'est technique. Et alors, du coup, au niveau un peu technologique, comment ça marche derrière? Est-ce que c'est en local? Est-ce que c'est des serveurs? Comment ça fonctionne? Parce que c'est notre siège local, et bien sûr. On a utilisé des moteurs BIA pour la capture vocale, c'est des moteurs BIA pour la traduction. On a fait énormément de tests pour garder la crème du marché mouilleux. Et après, c'est pas perdre de paramétrage, d'affinage, de la qualité de la traduction, je pense. Si vous beaucoup observé, c'est pareil. Si on a des tics de langage, la seule qui va automatiquement les vérifier. Et on a noué sur le feeling de test, sur que c'est agréable à lire, t'as un peu de jamais, t'as des du parler, traduire. Ça va vraiment être des belles phrases, elles vont être faciles à lire et qui vont supprimer le langage parlé qui est, en pensant, agréable à lire.
On a lancé cette application dans le but d'apporter aux cyclistes un outil d'analyse de la performance et de création de plans d'entraînement adaptables, puisque les cyclistes en général au début et ils aiment bien la technologie. Et c'est là on a décidé, il y a déjà plusieurs points, d'intégrer dans l'application une composante IA, un LLR, qui, avec toutes les données qu'on va lui donner,